l'équipe du Passeport au bureau de l'accessibilité de la fonction publique et je vais être votre animatrice pour l'atelier aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un tout petit instant pour reconnaître le territoire sur lequel je me situe aujourd'hui, qui est le territoire non cédé du peuple Algonquin-Anishinaabe. Je suis dans la région de la capitale nationale. Et j'aimerais vous inviter à prendre le temps aujourd'hui de réfléchir non seulement à ces territoires, mais aussi aux personnes, à leur expérience, à leur vécu et à leur contribution à ce que devient notre société. Alors, à nos collègues autochtones, je tiens à ce que nous puissions rendre hommage à cette contribution. Aujourd'hui, nous allons avoir un atelier qui va avoir trois parties. La première, où nous allons discuter de comment créer un environnement de travail inclusif et le rôle des gestionnaires, évidemment. La deuxième, qui va être vraiment surtout sur le passeport, répondre à quelques questions importantes sur ce qu'est le passeport et comment ça fonctionne. La troisième partie va présenter des exemples qui permettent d'illustrer l'utilisation du passeport. Et ces exemples, évidemment, ce sont des exemples que nous voulons fournir comme modèle. Ce n'est pas vraiment nécessairement la façon dont ce genre de conversation se déroule tous les jours dans les ministères fédéraux, mais ce que nous voulons, c'est vous présenter la façon dont nous suggérons que ces conversations se déroulent entre des gestionnaires et des employés. Alors, évidemment, c'est des conversations qui se déroulent de façon positive. Et à la fin de notre atelier, nous aurons une période de questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur l'espace de clavardage. N'hésitez pas non plus à lever votre main lorsque ce sera la période de questions pour pouvoir poser des questions. On va essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles dans le temps que nous avons, mais aussi nous recueillons les questions qui sont posées dans ces ateliers et nous publions des réponses sur notre site Gcpedia. D'abord, tout petit mot sur l'accessibilité de cet atelier. Merci à nos interprètes en langue des signes québécois et à nos transcripteurs des services de sous-titrage de fournir ces services. Les documents qui ont été fournis avec cet atelier sont des documents que nous espérons le plus accessibles possible. Si vous avez des préoccupations du côté de l'accessibilité, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et le dernier point, c'est que nous prendrons une toute petite pause de 5 minutes pour laisser aux gens la possibilité de respirer un tout petit peu. Alors, sans plus tarder, c'est un honneur et un plaisir incroyable d'avoir avec nous aujourd'hui Alfred MacLeod, qui est le sous-ministre adjoint du Bureau de l'accessibilité au sein de la fonction publique. Alfred a une longue expérience en tant que sous-ministre adjoint et il est maintenant le leader illustre qui va nous permettre de continuer les efforts du Bureau d'accessibilité pour les années qui suivent. Alfred j'ai eu l'occasion de travailler de très près avec lui, est un collègue merveilleux, quelqu'un qui a un magnifique sens de l'humour. Donc, je vous laisse avec lui pour quelques remarques d'ouverture. Alfred? OK, merci Luna. Vous êtes très gentil. Bonjour et bienvenue. Merci aux participants et merci à l'équipe Passeport qui travaille fort toujours.
Je suis très content d'avoir l'occasion de partager quelques mots avec vous. Nous avons deux belles opportunités aujourd'hui. Premièrement, apprenez plus sur le passeport, comment il fonctionne et comment le faire fonctionner pour vous. Deuxièmement, apprenez plus sur le changement de culture et le pensée que le passeport apporte. Et c'est vraiment la réalité du passeport. C'est un projet dans un autre projet plus vaste. Ni l'un ni l'autre n'est facile, mais chacun peut transformer l'environnement des employés et des gestionnaires. Et nous devons nous rappeler, il faut travailler dur pour apporter des changements profonds. Je me souviens d'une période en ma carrière avec une échéance courte et une tâche vaste. Et j'ai reçu à ce moment-là un avis de mon gestionnaire. Et il m'a dit, comment un anchois mange-t-il une baleine? C'est une bonne question. Et la réponse, une bouchée à la fois. Donc, aujourd'hui, c'est un échange, est une chance pour nous, les anchois, de continuer notre travail. Nous ne pouvons pas construire un passeport fonctionnel et accessible sans votre contribution. Et nous sommes mieux à même de conduire un changement de culture avec votre participation à la mission. Donc, pour aujourd'hui, bon travail, bon courage, bon succès et merci. Luna, la parole à vous. Merci infiniment, Alfred. Toujours des mots sages à nous communiquer. Et nous allons passer sans tarder à la première partie de notre atelier qui porte sur comment créer les conditions pour un milieu de travail inclusif. Et pour cette partie, je suis fière de vous présenter notre invité d'aujourd'hui qui est Marc Gosselin. Marc est gestionnaire pour l'engagement des syndicats et qui est le soutien au Conseil national mixte, au secrétariat du Conseil du Trésor. Marc apporte avec lui une connaissance approfondie de ce que sont les adaptations en milieu de travail. Alors, Marc, bienvenue, bonjour et merci Merci. d'être ici aujourd'hui. Merci de Alors, l'invitation. nous allons nous allons procéder avec une première question et qui de mieux placé pour répondre à cette question que vous, Marc. Alors, donnez-nous un petit aperçu, une mise en contexte des lois et des politiques qui expriment les obligations des gestionnaires et du gouvernement du Canada en matière d'inclusion et de participation des personnes en situation de handicap. OK. Il y en a beaucoup, mais je vais être très bref et aller à l'essentiel. Évidemment, dans le contexte, on pense à la loi sur l'équité en matière d'emploi. C'est cette loi-là qui a identifié 4 groupes d'employés pour lesquels les employeurs doivent faire des efforts pour identifier les barrières puis les éliminer. Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles. C'est pour ça que dans les affichages dans la fonction publique, on invite les gens à s'auto-identifier. Ça aide dans certains cas pour la nomination, ainsi de suite. Une loi qui est très intéressante, puis pour les gestionnaires, s'ils ne sont pas familiers avec, ce serait d'aller l'examiner. C'est la loi canadienne sur l'accessibilité. Celle-ci donne des cibles très ambitieuses que pour le 1er janvier 2040, le pays au complet serait sans barrière, en particulier pour les gens en situation de handicap. Donc, les employeurs doivent identifier les barrières de toutes sortes, là, et les éliminer, avoir des plans d'élimination. Dans le cadre plus spécifique de la fonction publique, il y a le Code de valeurs et d'éthique.
On doit respecter nos collègues, les individus, les Canadiens à qui on rend des services. Et c'est le fondement de tout ça. C'est une question éthique que de traiter tous nos collègues, tous nos employés, tous les gens à qui on offre un service de manière équitable, respectueuse. On a des conventions collectives, on a des recours si on se sent harcelé, mais je ne vais pas poursuivre là-dessus. En gros, tout ce cadre législatif-là nous donne, je résumerai ça de la façon suivante. On ne peut pas discriminer, en particulier sur le motif d'une situation de handicap. Nous devons traiter les gens avec respect. Nous devons accommoder les gens qui ont besoin d'accommodation, mais on doit être proactif. On doit aussi identifier les barrières et travailler proactivement à les éliminer. Merci Marc de ce résumé vraiment très concis, mais très précis sur un cadre législatif et politique qui est assez vaste. En effet, je vous invite tous, participants et participantes, à mieux vous renseigner, à lire le site canada.ca qui contient une section d'accessibilité et qui vous permet d'avoir accès à beaucoup de ressources qui vous permettront de vous informer. Alors, Marc, évidemment, tout ça, les lois, les politiques, c'est important, mais au fond, comment ça se traduit? C'est quoi, quels sont les rôles et responsabilités des gestionnaires en matière de pour créer un milieu de travail inclusif et où tous peuvent contribuer à leur maximum? C'est une bonne question. Puis, en tant que gestionnaire, on est souvent placé au centre de la question. On va demander à nos employés s'ils ont besoin d'accommodation. On va recevoir des demandes d'accommodation. Puis, c'est nous qui allons en partie aider à la gestion du processus. Donc, vraiment, pour créer un milieu de travail inclusif pour tout le monde, le premier point de travail, c'est nous-mêmes. On doit s'assurer qu'on n'a pas de biais inconscients. Est-ce qu'on a puis posons-nous la question honnêtement, là, est-ce qu'on a des préjugés à l'égard des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des handicaps qu'on considère plus faciles à accommoder qu'un autre? Est-ce qu'il y en a qui seraient mieux qu'un autre? C'est des questions difficiles, puis il y a juste nous qui pouvons nous les poser. Puis si on se rend compte qu'on a des perspectives négatives sur les gens en situation de handicap, il faut absolument régler ça. C'est la première chose. Ça va influencer comment on parle, comment on regarde, comment on interagit avec nos collègues, avec nos employés. Une petite suggestion pratique, il y a des beaux programmes de télévision comme sur Radio-Canada, puis aussi Ami Télé. Ça s'appelle « Ça ne se demande pas ». Et c'est un programme qui pose des questions qu'on n'oserait pas poser à toutes sortes de gens dans toutes sortes de situations. Et ça humanise. Ça nous aide à vraiment bien comprendre la situation. Plus concrètement, pour créer un environnement inclusif, accueillant, c'est d'être proactif. Beaucoup de gens, à cause de leur vécu, vont hésiter à déclarer qu'ils ont un handicap. Beaucoup d'handicaps ne sont pas visibles. Donc, à moins de le demander en tant que gestionnaire, on ne le saura peut-être pas ou on va le savoir trop tard quand la personne a des difficultés de performance. Puis là, on commence à explorer la question et finalement, elle nous déclare une difficulté ou un problème. Soyons ouverts, soyons accueillants. Dès que quelqu'un commence à travailler dans une équipe, dès qu'on rencontre des nouveaux membres d'équipe, dans nos discussions individuelles un à un, ça devrait faire partie des questions qu'on pose. Puis l'autre rôle clé d'un gestionnaire, c'est une qualité, une compétence clé en leadership, c'est vraiment excusez l'anglicisme, challenge the status quo. Il faut questionner le statu quo. Quand vous travaillez avec vos partenaires en technologie de l'information, en ressources humaines, relations de travail, puis que vous essayez de trouver une accommodation pour un de vos employés, puis quand vous entendez « on a toujours fait ça comme ça », ça devrait être un premier petit drapeau rouge qui se lève. Peut-être qu'il y a une opportunité ici de changer certaines façons de faire si obtenir l'accommodation est difficile. Puis je donne un exemple. Est-ce qu'il faut toujours une note de médecin pour justifier une accommodation? C'est une pratique administrative très commune, mais posez quelques questions. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi il faut la justifier? Qui a besoin de cette justification? Puis mon expérience précédente est beaucoup en santé et sécurité. Là. Quand on pose 5 fois la question pourquoi, quand on a une barrière devant nous, on va souvent arriver à la cause première, à la raison fondamentale d'une barrière. Puis ça va nous aider à la défaire ou la tasser pour
offrir une accommodation. Puis quand on procède de cette façon-là, on découvre souvent des barrières systémiques qui n'ont pas de véritable justification et qui nous empêchent d'avoir beaucoup de liberté en tant que gestionnaire pour offrir l'accommodation. J'arrête là. Marc? Oui. Et oui, et merci infiniment parce que votre réponse contient tellement de messages importants, tellement de points que l'on peut vraiment considérer et appliquer dès notre retour à nos occupations habituelles après cet atelier. Mais j'ai envie de vous poser la dernière question pour ce matin, pour ce segment de l'atelier, et c'est, euh, auriez-vous une de suggestions concrètes de ce que chaque gestionnaire pourrait faire, encore une fois, elle retourne à son milieu de travail, pour vraiment faire avancer les choses, quelque chose de concret, que les gens peuvent faire? Ça, la première chose que je dirais, c'est de se familiariser avec les ressources qu'il y a dans vos ministères d'accueil. Beaucoup de ministères ont des belles pratiques très innovantes pour accompagner les gestionnaires qui veulent offrir des accommodations. Mais en tant que gestionnaire, on est très occupé. On a vu le courriel passer dans le courriel aux employés à tous, puis on l'a peut-être pas lu avec attention. Attendons pas qu'on ait un besoin d'accommodation pressant pour nous familiariser avec les outils, les ressources, les centres de services qui existent dans nos ministères. Donc ça, c'est vraiment la première chose, d'être très familier avec qui on appelle ou les procédures pour accommoder. Ça fait partie de la gestion dans la fonction publique. Mais l'autre aspect, c'est vraiment de comprendre, puis j'ajoute aussi à ça, l'École de la fonction publique a une belle offre de formation. Il faut les avoir faits, il faut les avoir compris, il faut les avoir intégrés. Puis la prochaine chose, c'est de développer 3 compétences essentielles pour être un gestionnaire qui crée un milieu inclusif. C'est l'écoute active, la régulation émotionnelle, c'est-à-dire contrôler des fois nos réactions quand on ne comprend pas ou quand on a une demande qu'on est surpris, et la compassion. Donc, vraiment, jamais oublier que nos collègues, nos employés, nos rapports directs sont des humains. Ils méritent le respect. Puis une approche respectueuse, on va pouvoir trouver des solutions à toutes sortes de barrières pour lesquelles on pourrait faire face. Eh bien, merci infiniment, Marc. On ne pourrait pas conclure ce segment de l'atelier de meilleure façon. Et je pense que nous allons tous retenir ces 3 compétences et les appliquer du mieux possible. Encore une fois, un énorme merci au nom du Bureau de l'accessibilité, de l'équipe du Passeport et de nos participants pour ta contribution ici ce matin. De rien. Merci beaucoup. OK. Et alors, voici, nous arrivons à la deuxième partie de cet atelier où nous allons parler plus spécifiquement du passeport d'accessibilité en milieu de travail du gouvernement du Canada. Le passeport existe actuellement en format Word. Vous pouvez le trouver sur canada.ca accessibilité ou sur le carrefour d'accessibilité sur GCpedia. Sur ces sites, vous trouverez également plein de ressources pour vous familiariser avec le passeport si vous ne l'êtes pas déjà. Mais ce matin, nous allons vraiment mettre l'accent sur quelques questions importantes sur l'utilisation du passeport. Et pour ce faire, je suis heureuse d'accueillir ici ce matin Isabelle Racine. Isabelle est la directrice exécutive de la Communauté nationale des gestionnaires et elle nous vient de l'Ouest, elle nous vient d'Edmonton, donc il est très tôt pour elle encore ce matin et raison de plus pour vous remercier Isabelle d'être ici. Ça me fait un grand plaisir. Merci pour l'invitation, Luna. Alors, j'aimerais commencer par vous poser une question qui souvent intrigue les gestionnaires. Comment les gestionnaires peuvent-ils comprendre les adaptations au milieu de travail dont les employés ont besoin si les employés ne leur fournissent pas d'informations sur, entre guillemets, leurs limitations fonctionnelles?
Parfait, merci Luna. Donc, vraiment, l'expression limitation fonctionnelle, ça met l'accent sur ce que l'individu ne peut pas faire. Donc, ça favorise des préjugés puis une perception négative des employés en situation de handicap. Donc, vraiment, le passeport, lui, à l'inverse, il a pour objectif de faire en sorte que les employés soient équipés pour réussir un travail. Donc, c'est pourquoi vraiment l'outil fonctionne sur la base d'une conversation entre l'employé et le gestionnaire. Donc, cette conversation-là doit porter sur la situation. Donc, c'est quoi les conditions de travail, les tâches à accomplir, les responsabilités qui sont liées au poste, à cet emploi-là, les obstacles auxquels l'employé est confronté dans l'exécution de ses tâches, et puis les solutions qui pourraient permettre d'éliminer les obstacles. Donc, j'aurais juste un petit exemple ici, très simple, que je voudrais partager, que Tova Sherman a expliqué lors d'une conférence récente. Elle nous parlait d'un ami qui avait subi un accident de travail et qui avait perdu un bras. Et puis, cette amie de Tova avait vraiment une éthique de travail impeccable dont elle était convaincue qu'il pourrait vraiment être un employé qui pourrait avoir une contribution dans n'importe quel genre d'entreprise. Donc, elle lui avait trouvé un emploi potentiel dans une entreprise où on devait visser des couvercles sur un produit. Donc, le gestionnaire d'embauche, quand il a su que l'employé avait un bras qui lui manquait, a vraiment dit ben, ça ne fonctionnera pas parce qu'il vraiment percevait la limitation comme telle. Au lieu de focuser sur une conversation, les tâches et les obstacles pouvaient être inhérents vu la façon dont les tâches étaient présentées. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu cette conversation-là et puis rapidement, ils ont réussi à développer un outil qui tenait le produit pour qu'on puisse visser le couvercle avec une main. Donc, ça montre qu'en changeant la conversation, c'est un exemple très simple encore, mais que c'est ce rôle-là que les gestionnaires ont, d'avoir ces conversations-là, puis d'explorer les solutions avec les employés. Merci infiniment, Isabelle, de donner un exemple parce que ça illustre bien, vraiment, ça illustre le concept, ça illustre le fait qu'on met l'accent finalement sur ce que la personne peut faire, comment la personne peut réussir et les solutions. Eh bien, en parlant de solutions, le passeport est une entente entre l'employé et son gestionnaire. Le passeport appartient à l'employé et lorsqu'ils ont eu les conversations nécessaires, les deux, donc l'employé et le gestionnaire, s'entendront sur les solutions à mettre en place. Qu'arrive-t-il si l'employé n'est pas d'accord avec les solutions raisonnables que lui propose son gestionnaire? Bien, je dirais dans des situations comme ça, pour éviter ces situations-là, vraiment, comme on vient de le mentionner, le passeport sur l'accessibilité en milieu de travail favorise vraiment cette conversation-là entre l'employé et le gestionnaire, pardon, où les deux parties doivent collaborer sincèrement pour trouver un accord commun. Puis donc, ça peut être utile dans un contexte comme ça de faire appel à un professionnel qualifié ou à un expert en adaptation de milieu de travail pour évaluer les besoins de l'employé, puis aider à recommander des solutions qui seront les plus efficaces lorsque l'employé et le gestionnaire ne sont pas d'accord. Donc, ça serait la meilleure approche à suivre, de s'entourer de professionnels qui peuvent nous guider dans l'exploration des solutions. Excellent, merci, absolument. Et encore une fois, revenons au fait que le passeport est une entente entre l'employé et son gestionnaire. Y a-t-il des politiques ou des lois qu'il faut appliquer pour faire approuver le passeport? Ce qui est bien du passeport, c'est qu'on n'a pas ajouté plein de niveaux d'approbation, donc ça ne nécessite pas d'approbation. C'est rare, ça, au gouvernement, Oui. donc on doit en profiter. Donc, vraiment, une fois que l'employé et le gestionnaire se sont mis d'accord sur les outils et les soutiens à fournir, le gestionnaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'employé il reçoit les adaptations qui ont été documentées dans le passeport le plus rapidement possible. Donc, il n'y a pas vraiment une directive spécifique actuelle sur le temps nécessaire à la mise en œuvre des solutions qui sont documentées dans le passeport, mais plutôt que les solutions vont être mises en place, plutôt l'employé va pouvoir être productif au travail. Donc, on essaie de faire ça le plus rapidement possible. Excellent, et c'est vrai, et c'est l'un des objectifs du passeport, c'est vraiment d'accélérer la mise en place des solutions qui vont permettre à l'employé d'être productif le plus rapidement possible. Souvent, ce sont ces délais qui font que les employés
continue à rencontrer des obstacles et que, il y a des problèmes au niveau de la productivité et finalement, ça se retrouve dans des discussions, de performance comme Marc l'indiquait tout à l'heure. Alors, c'est important, vraiment de tenir en considération, les étapes et de les simplifier, afin de mettre ces solutions en place le plus rapidement possible. Merci Isabelle. Encore une fois, ma dernière question, qui est une question importante, c'est comment, comment on partage le passeport? Qu'est-ce qui arrive, puisque le passeport appartient à l'employé, comment l'employé, doit-il partager le passeport et quel est le rôle du gestionnaire? Parfait. Ben, écoute, il y a un parallèle avec un vrai passeport dans le sens que l'employé est vraiment le propriétaire de son passeport. C'est un document qu'on garde, tu sais, qu'on protège et qu'on garde et on est vraiment le propriétaire. Donc, c'est vraiment à l'employé de décider qui a le droit de consulter le passeport. Le passeport qui est rempli ne peut pas être reproduit ou partagé sans le consentement de l'employé. Donc, l'employé, comme on l'a mentionné, peut choisir de partager son passeport avec la direction ou d'autres professionnels dans ses conversations pour faciliter l'accès aux outils ou aux mesures de soutien qui ont été identifiées. Si l'employé, en tant qu'employé, vous ne savez pas avec qui partager le passeport, vous pouvez en parler avec votre gestionnaire. Encore, on demande tout le temps aux gestionnaires et aux employés d'avoir des conversations. C'est vraiment la meilleure façon d'identifier des solutions lorsqu'on n'est pas certain de l'approche à suivre. Par contre, les superviseurs, les gestionnaires ne devraient pas conserver les passeports des employés dans leur dossier. Donc, même si un employé nous a partagé son passeport pour faciliter notamment potentiellement des conversations, ce n'est pas à nous comme employés, superviseurs, gestionnaires de conserver, pas comme employé, pardon, comme superviseur ou gestionnaire, de conserver ce document-là ou une copie de ce document-là. Donc, lorsque l'employé a partagé des parties de son passeport avec nous, comme gestionnaire ou intervenant, il demeure propriétaire du document, donc ça ne doit pas être intégré au dossier personnel de l'employé. Par contre, les gestionnaires peuvent enregistrer certaines décisions opérationnelles liées à la mise en œuvre du document. Donc, on peut documenter possiblement l'achat d'équipements, des choses comme ça dans nos documents, mais pas vraiment l'intégrité du passeport ou ce qui est le contenu du passeport comme tel. Donc, vraiment, je dirais, on peut documenter les décisions qui nous aident à la mise en œuvre des solutions du passeport. Ça serait la meilleure façon de répondre à cette question. Excellent, merci Isabelle. Je dois souligner la collaboration que la communauté nationale des gestionnaires offre pour la mise en œuvre du passeport et votre présence ici aujourd'hui est un bon exemple de cette collaboration. Alors, j'invite tous les gestionnaires aussi à passer par vous comme groupe qui soutient la communauté des gestionnaires à travers le pays, puisque vous pouvez les mettre en contact avec les bonnes ressources et les informer des développements. Le passeport, encore une fois, est disponible sur canada.ca. Sur canada.ca aussi, vous allez trouver de très courtes vidéos qui illustrent l'utilisation du passeport. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet de la troisième partie de notre atelier. On va passer à 2 exemples concrets. Encore une fois, merci infiniment Isabelle de vous être levée tôt et d'avoir été ici avec nous et de nous soutenir dans cet effort de promotion et de mise en œuvre du passeport. Merci. Merci beaucoup, Luna. Je crois vraiment que les gestionnaires ont tellement un rôle clé à jouer. Donc, ça m'a fait plaisir de me lever tôt malgré le froid ici à Edmonton ce matin. Merci. D'accord, merci. Alors, nous allons passer à nos 2 exemples qui illustrent l'utilisation du passeport et nous aurons un 5 minutes de pause une fois que ces exemples-là auront été présentés pour finir notre atelier avec une période de questions. Alors, pour ces exemples d'aujourd'hui,
ce que nous voulons vous offrir finalement, c'est un modèle de comment ces conversations, dont nos 2 invités ont parlé, tout au long, de cette première partie de l'atelier, de ce nous voulons vous montrer donc des exemples de ces conversations. Évidemment, les conversations ne sont pas toujours aussi faciles et ne sont pas toujours aussi simples. Ce que nous voulons illustrer finalement, c'est que lorsque les 2 parties, sont de bonne foi, et on crée un climat de confiance et une relation, de collaboration, eh bien, il est beaucoup plus facile, d'arriver à identifier des solutions et aussi il est beaucoup plus facile de se dire: «OK, aujourd'hui, on n'est pas sûr, on peut faire appel à, des experts qui peuvent nous donner, de bons conseils et qui sont là pour soutenir aussi bien l'employé que le gestionnaire». Je veux également vous rappeler que même si on est gestionnaire et peu importe le niveau de gestion, qui est, le nôtre, nous sommes également aussi des employés. Donc que vous soyez gestionnaire, ou non, le passeport peut aussi être pour vous, peut être aussi un outil qui vous permet à vous, d'exprimer, les barrières, les obstacles et les solutions dont vous avez besoin, au niveau du milieu de travail. Donc juste un petit rappel. Alors, voici nos exemples. Alors la façon dont ça va fonctionner, nos exemples, bien, c'est que, hem nous aurons un gestionnaire et un employé. Nous aurons également, quelqu'un qui va faire un tout petit peu de narration pour, vous aider à comprendre le contexte et nous aurons également dans notre deuxième exemple, quelqu'un, qui est expert au niveau des adaptations en milieu de travail, qui vient pour ajouter et pour aider l'employé et le gestionnaire à trouver de bonnes solutions. Alors, j'ai le plaisir, de vous présenter, pour notre premier exemple, Edeline Brutus Johnson qui est une de nos analystes seniors et qui fait partie, de l'équipe, du bureau de l'accessibilité de la fonction publique et Ashley Eads, qui est elle-même aussi une des analystes au niveau de l'équipe du passeport. C'est fantastique d'avoir nos collègues ici aujourd'hui et évidemment notre célèbre Clara Morgan qui, est, en charge de l'équipe du passeport et qui va agir, comme, narratrice. Alors, voilà, sans plus tarder, je vous passe la parole. Allez-y. Merci. Bonjour Evelyne, je souhaiterais vous parler de notre passage sur le modèle de travail hybride qui impliquera la nécessité de travailler au bureau 2 jours par semaine. À la lumière de cette information, je voudrais m'assurer que nous prenions un moment avant de mon retour au bureau pour discuter des obstacles auxquels je pourrais rencontrer au bureau et des meilleures solutions qui pourraient être mises en place avant de retourner au bureau. Je t'ai envoyé mon passeport, lequel comprend les solutions d'adaptation qui ont fonctionné au bureau et que je l'utilise actuellement à la maison. Bonjour Ashley, je suis vraiment contente que tu soulèves ce point car je sais qu'il y a beaucoup de confusion relativement à ce qui peut être offert aux employés qui évoluent dans un milieu de travail hybride. Comme je viens tout juste de recevoir ton passeport, je n'ai pas eu la chance de l'examiner en profondeur. Serait-ce possible de prendre du temps maintenant pour parler des obstacles qui gênent ton travail, ainsi que les solutions qui, selon toi, devraient être implantées dans tes 2 lieux de travail afin de les éliminer? Oui, ça me convient tout à fait. Alors, le premier obstacle dont je voudrais parler est lié à l'éclairage du bureau. Lorsque je suis chez moi, je suis capable de modifier l'éclairage. Toutefois, depuis que j'ai commencé cet emploi au cours de la pandémie, je travaille à domicile et je devrais disposer des solutions d'adaptation similaires au bureau. Dans mon emploi précédent,
lorsque je travaille au bureau, nous avons trouvé quelques solutions qui fonctionnaient bien. Je les ai inclus dans mon passeport pour votre considération. Peut-être pouvons-nous commencer par trouver un bureau qui est situé près des fenêtres et où il est possible d'éteindre les lumières. Si cette solution ne fonctionne pas ou ne répond pas suffisamment à mon problème, nous pourrions en envisager d'autres. C'est parfait, Ashley. Ça me convient. Le deuxième obstacle que tu as indiqué concerne les écrans d'ordinateur que nous utilisons au bureau. C'est bien ça? Oui, en général, tous les écrans d'ordinateur utilisés au bureau sont rétroéclairés, ce qui crée un éblouissement. J'aurais besoin d'un écran à encre électronique ou à papier électronique dont l'aspect est similaire à celle d'un stylo sur du papier. Cela me semble être une bonne solution. S'agit-il de quelque chose que tu aurais besoin dans tes deux environnements de travail? Oui, j'aurais besoin d'un écran à encre électronique au bureau et un autre chez moi, tel que je l'ai indiqué dans mon passeport. J'en ai déjà un à mon bureau à domicile. J'aurais donc besoin du même au bureau. C'est parfait. Merci d'avoir pris le temps d'examiner avec moi les solutions que tu as énoncées dans ton passeport, Ashley. Je le signerai et je vais te l'envoyer le plus tôt possible. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'envoyer les spécifications relatives à l'écran à encre électronique que tu utilises actuellement chez toi et qui te convient? Je communiquerai avec l'équipe des services de la TI pour que tu puisses en avoir un lorsque tu travailles au bureau. Merci, Edine. Ça me semble un bon plan. Je t'envoie tout de suite les renseignements. Merci beaucoup, Ashley. Avec le consentement de son employé, la gestionnaire assure un suivi auprès de l'équipe des installations et l'équipe des services de la TI pour mettre en place les mesures d'adaptation. La gestionnaire travaille en collaboration avec l'équipe des installations afin de déterminer les espaces de travail dans le bureau qui sont situés près de fenêtres et où il serait possible d'éteindre les plafonniers. Elle informe l'employé des endroits qui sont disponibles. La gestionnaire demande à l'employé si elle pourrait venir au bureau pour expérimenter les différents endroits et aider à trouver un espace de travail approprié, puis présente une demande pour éteindre les plafonniers. Après avoir reçu les spécifications relatives à l'écran à encre électronique dont a besoin l'employé, la gestionnaire a pris les dispositions nécessaires auprès de l'équipe des services de la TI pour se l'approprier. L'employé l'a reçu dans les 3 semaines qui ont suivi grâce à la coopération des services ministériels de l'organisation. Eh bien, merci. Merci Clara, merci Ashley, merci Edline. Vous venez d'illustrer finalement toute la marche à suivre de l'utilisation d'un passeport. Donc, la conversation, la discussion des solutions et les suivis que le ou la gestionnaire a été en mesure d'apporter afin d'accélérer la mise en place des solutions pour l'employé. Encore une fois, c'est l'ouverture, c'est la flexibilité, c'est l'idée que finalement, l'objectif, c'est d'en arriver à une entente et d'essayer des approches pour trouver celles qui vont fonctionner le mieux pour l'employé. Alors, merci encore à nos 3 participantes de ce matin et nous allons passer à notre deuxième exemple. Et pour celui-ci, nous avons Joel Thurston, qui est un des analystes dans l'équipe du bureau d'accessibilité, qui va jouer le rôle du gestionnaire. Nous avons également Myriam Lamontagne, qui fait partie de l'équipe du bureau d'accessibilité de la fonction publique et dont la collaboration nous permet vraiment d'apprendre comment mener ces ateliers de la meilleure façon possible.
Et nous avons également Marlene Arshinoff, qui est du groupe de services partagés Canada, qui offre des conseils et des outils en matière d'adaptation en milieu de travail. Marlene a de l'expertise au niveau des adaptations en milieu de travail qu'elle va contribuer ce matin. Et bien sûr, notre narratrice, Clara. Alors, voici, je vous passe la parole. Alors qu'il travaille dans une exploitation agricole, un employé responsable de la gestion du bétail est plaqué par un taureau dans un enclos et se disloque l'épaule. Après un arrêt de travail de quelques semaines, l'employé peut reprendre le travail en modifiant la façon dont il effectue ses fonctions pendant qu'il se rétablit. Le gestionnaire est resté en contact avec l'employé pendant son absence et a planifié une rencontre avec lui à sa convenance pour parler de son retour au travail. Bonjour Myriam, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rencontrer. J'ai cru savoir que vous serez en mesure de retourner au bureau dans 2 semaines et je voulais m'entretenir avec vous pour préparer votre retour. Comment allez-vous? Merci, j'ai vraiment hâte de revenir. Je suis encore assez endolorie et pas complètement rétablie. Par contre, j'ai été autorisée à effectuer des fonctions légères et j'aimerais commencer à reprendre le travail en douceur. C'est pourquoi je voulais discuter avec vous pour parler de la meilleure façon de procéder en ce qui concerne mes fonctions pour les 12 semaines qui suivent au moins. Compte rendu de la nature très physique de vos fonctions actuelles, je pense qu'il serait utile de faire appel à une spécialiste de l'adaptation du lieu de travail pour nous aider à déterminer la meilleure façon de modifier vos fonctions. Oui, c'est super, merci. J'aurais également besoin de temps pour me rendre à mes rendez-vous médicaux afin de faciliter mon rétablissement. Ce ne serait pas un problème puisque cela fait partie de votre retour au travail. Voyons comment documenter au mieux le congé approprié lorsque vous devez vous absenter pour vos rendez-vous médicaux liés à votre blessure au travail. Le gestionnaire planifie une réunion avec le spécialiste de l'adaptation du lieu de travail dans le courant de la semaine. Bonjour Marlène, merci de nous rencontrer. Comme vous le savez, nous cherchons à obtenir votre point de vue sur la façon dont nous pouvons modifier temporairement les fonctions de Myriam. Bien sûr, cela me fait plaisir de vous aider. Auparavant, votre travail comprenait des tâches physiques comme la gestion du bétail et le soulèvement d'objets lourds. Ces tâches constituent maintenant un obstacle pour vous et ne conviennent plus tandis que vous vous rétablissez. Ma première suggestion sera que vous trouviez quelqu'un pour prendre en charge les tâches manuelles associées à votre emploi pour le moment. Il y a déjà des personnes qui font ce travail de façon temporaire. Alors, nous allons simplement prolonger leur mandat pendant la durée de votre rétablissement. Excellent. Ma deuxième suggestion sera de modifier toute autre tâche physique associée à votre travail. Au cours des 3 semaines, des dernières semaines, nous avons embauché 5 nouveaux employés. Nous aurons donc besoin d'aide pour les former. Donc, avec toute l'expérience que vous avez, Myriam, je pense que ce serait une bonne affectation pour vous pendant votre rétablissement. Je suis d'accord. J'ai beaucoup d'expérience dans cette équipe et puis ce genre d'affectation me permettra de continuer à contribuer à l'équipe pendant mon rétablissement. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des excellentes mesures d'adaptation et que vous avez une voie claire à suivre.
Je vous suggérais de documenter les obstacles au travail auxquels vous êtes confrontés en raison de votre blessure et les solutions dont nous avons discuté dans le passeport pour accessibilité en milieu de travail du gouvernement du Canada. Une fois que ce sera fait, vous pourrez tous les deux signer l'accord dans le passeport et vous engager à mettre en œuvre ces solutions d'adaptation. L'employé remplit l'accord de passeport et le gestionnaire le signe. Après 12 semaines de rétablissement et 2 semaines de physiothérapie payées par l'employeur, l'employé est autorisé à reprendre ses fonctions normales. L'employé et le gestionnaire planifient une rencontre pour examiner et mettre à jour le passeport de l'employé. Luna, on ne peut pas vous entendre. Ah, OK. Bon, merci. Voilà, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oui. Bon, alors, encore une fois, merci. Vous venez de voir un exemple qui est un petit peu moins habituel, surtout pour nous, au niveau de la région de la capitale nationale, où nos emplois sont plutôt des emplois de bureau. On a rarement affaire à des taureaux, mais la fonction publique est un employeur avec d'énormes éventails de tâches et de responsabilités et d'emplois. Et il faut que nous puissions créer des milieux de travail inclusifs pour tous nos employés, y compris les personnes qui sont soit de façon permanente, soit de façon temporaire en situation de handicap. Merci Joel, merci Myriam, merci Marlene. Et encore une fois, merci Clara pour vous être prêtée à ce jeu de démontrer une situation et de parler des solutions. Parce que finalement, ce qui est important, c'est vraiment de s'intéresser aux solutions. Encore une fois, je vous rappelle toutes les ressources disponibles. Je vous rappelle aussi que l'équipe du passeport publie une infolettre à peu près à tous les 2 mois qui contient tout un tas d'informations pratiques de toutes sortes, non seulement sur le passeport et ce qui s'en vient, mais aussi sur toutes sortes d'autres sujets liés à l'accessibilité. Alors, je vous invite et j'espère que nos collègues puissent mettre l'adresse courriel de l'équipe du passeport dans le clavardage pour que vous puissiez nous laisser savoir si vous êtes intéressé à recevoir notre infolettre et plus d'informations. Alors, je regarde, je surveille l'heure et j'aimerais laisser le plus de temps possible aux questions de nos participants. Et Clara a gracieusement accepté de gérer les questions, soit sur le chat ou soit lorsque vous puissiez lever votre main. Mais avant cela, nous allons prendre une pause de 5 minutes pour permettre aux gens un petit peu de digérer toute l'information qu'ils ont reçue et aussi pour vaquer à des occupations dont ils auraient besoin en ce moment. Alors, il est 10h51 à mon ordinateur et je propose que nous reprenions cette discussion à 10h56 précisément pour que nous puissions passer à la période de questions et réponses.